Bonsoir et merci de votre fidélité à notre chaîne. Comme chaque soir à 18h30, nous nous retrouvons pour la première édition d'information de la soirée. Voici le sommaire. Le Maroc sur le toit du monde après avoir remporté la victoire face à la Jordanie 3-2 lors de la Coupe arabe de football au Qatar. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres de la sélection nationale de football. Dans son message, le souverain se félicite du patriotisme exemplaire et du professionnalisme exceptionnel dont ont fait montre les joueurs. En application des hautes instructions de Sa Majesté le Roi, le gouvernement lance un programme de réhabilitation des zones touchées par les inondations exceptionnelles survenues dans la ville de Safi dimanche dernier. Le programme déroule une batterie de mesures pratiques à caractère urgent visant à atténuer immédiatement l'impact de cette catastrophe sur la ville et l'ensemble de la région. Nous vous proposerons un décryptage avec un analyste sociopolitique au cours de cette édition. Et puis, à quelques jours du lancement officiel de la Coupe d'Afrique des Nations, les services de sécurité du pays sont d'ores et déjà prêts à sécuriser ce grand rendez-vous sportif et tous les espaces qui accueilleront des événements dans ce cadre. La preuve, un centre de coopération policière africaine a été inauguré à Salé. C'est la première structure du genre en Afrique. Quelle sera sa mission exacte? Élément de réponse dans ce jour-là. Ils l'ont promis et ils l'ont fait. Les Lions de l'Atlas, au bout d'un parcours héroïque, ont offert au Maroc un deuxième sacre, la Coupe arabe, en renversant la Jordanie en finale, donc au Qatar. Immédiatement après avoir remporté la victoire, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres de la sélection nationale de football. Dans ce message, le souverain exprime aux membres de l'équipe nationale ses chaleureuses félicitations et sa considération pour leur belle victoire à la Coupe arabe Qatar 2025, offrant ainsi à votre chère patrie son deuxième sacre au titre de ses participations à ce championnat et réalisant un exploit renouvelé qui conforte la place honorable du football marocain au niveau arabe et international. Sa Majesté le roi se félicite à cette occasion du patriotisme exemplaire et du professionnalisme exceptionnel dont ont fait montre les joueurs champions de la sélection nationale pour être à la hauteur des aspirations des supporters passionnés, saluant les efforts des cadres techniques nationaux qui ont confirmé leur capacité à encadrer les talents et à signer les prouesses du football marocain dans toutes ses catégories et appuyer la forte présence sur la scène internationale des potentialités, des hautes compétences dont regorge le Maroc dans ce domaine, tant sur les plans du rendement sportif et de l'encadrement technique que de la gestion administrative. En cette heureuse occasion, le souverain salue les supporters marocains qui ont accompagné et soutenu l'équipe nationale pour la réalisation de ce grand sacre dans l'état du Qatar frère, louant leur fort patriotisme habituel pour la défense du maillot national et leur encouragement enthousiaste et distingué, devenu une source d'admiration et de considération pour les supporters amoureux du football, ainsi qu'un exemple à suivre. Réitérant avec grande fierté ses chaleureuses félicitations aux membres de l'équipe nationale pour ce sacre mérité, Sa Majesté le roi leur souhaite davantage de réussite et de succès dans leurs efforts continus et soutenus pour hisser tout le drapeau national dans les différentes manifestations régionales, continentales et internationales, tout en les assurant de sa haute sollicitude et bienveillance. Nous reviendrons bien évidemment sur les temps forts du match de la finale de la Coupe arabe au cours de cette édition. Mais avant, retour sur le programme d'urgence lancé par le gouvernement sur haute instruction de Sa Majesté le roi pour la réhabilitation des zones touchées par les inondations exceptionnelles survenues donc dimanche dernier dans la ville de Safi. Le programme comprend une batterie de mesures opérationnelles à caractère urgent. Son objectif est d'atténuer immédiatement l'impact de cette catastrophe sur les populations de la ville et de sa région. Sophia Fakelout. À Safi, un sentiment domine désormais, le soulagement. Après des pluies torrentielles sans précédent qui ont causé des pertes humaines et d'importants dégâts matériels, l'espoir renaît chez les habitants.
Un programme de réhabilitation des zones touchées est lancé sous hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Un programme global pensé pour répondre rapidement et efficacement aux besoins urgents des populations touchées. Parmi les mesures annoncées, l'octroi d'aide urgente aux familles qui ont perdu leurs biens personnels et la prise en charge des maisons endommagées à travers la réalisation des travaux de restauration nécessaires, en plus de la reconstruction, de la restauration et de la rénovation des locaux de commerce endommagés. Les hautes instructions royales viennent apaiser la douleur de la population sinistrée. Et parmi ces points essentiels, cette dimension sociale et humanitaire, parce qu'il s'agit d'une prise en charge de ces familles qui ont tant perdu tout en préservant leur dignité. Et c'est très important. Dans le communiqué, il y a des instructions royales claires sur le caractère urgent de ces mesures pour stopper les effets de ce drame. Nous accueillons avec grande satisfaction ces instructions royales qui viennent au bon moment et qui répondent aux nombreuses demandes que nos commerçants avons formulées. Les moyens humains et logistiques ont été mobilisés et la coordination entre les différents acteurs renforcée. Les autorités locales entament dès à présent la mise en œuvre effective des mesures annoncées avec pour priorité la rapidité d'intervention et l'écoute des besoins des sinistrés. Ces hautes instructions royales incarnent l'esprit de communion entre Sa Majesté le roi et l'ensemble des Marocains, surtout en ce moment où une catastrophe naturelle a frappé. En plus d'une dimension sociale, le programme comporte aussi un volet économique, car ce sont ces commerces qui faisaient vivre ces personnes sinistrées et leurs familles, et ils seront rénovés. À Safi, la douleur laisse progressivement place à l'espoir. Ce programme traduit la haute sollicitude royale et une approche solidaire visant non seulement la réhabilitation durable, mais aussi le renforcement de la prévention face aux risques futurs. Pour un décryptage avec nous à distance depuis Haroura, Driss El Issaoui, analyste sociopolitique. Driss El Issaoui, bonsoir. Driss El Issaoui, est-ce que vous m'entendez? Driss El Issaoui? Bon, je pense que nous avons un petit problème technique qui va être réglé d'ailleurs dans quelques instants. Et puis dans le reste de l'actualité nationale, la mobilisation des autorités locales est toujours de rigueur en cette période de grand froid et d'intempéries. Aujourd'hui, une femme souffrante a été évacuée en compagnie de sa fille par un hélicoptère de la gendarmerie royale depuis Douar Tizgui dans la province d'El Haouz vers Tahnaout pour recevoir les soins d'urgence nécessaires. Sophia Fagroud. Sur le sommet de la montagne de Douar Tizri, à Wirgen, les habitants accueillent l'arrivée de l'hélicoptère médicalisé de la gendarmerie royale avec soulagement. Les neiges ont rendu l'accès au Douar par route impossible. Le temps d'un atterrissage rapide, et le médecin et l'équipe qui l'accompagnent se précipitent pour porter secours à une femme d'une 60aine d'années. Elle présente une douleur abdominale avec gêne respiratoire. Elle sera héliportée vers l'hôpital provincial de Tahnaout, accompagnée de sa fille. Là-bas, elle subira 2 échographies, une cervicale et une autre abdominale, un scanner thoracique, en plus d'un bilan biologique. Son état est stable. On passe au sport. Coupe arabe Qatar 2025, le Maroc au sommet du football arabe, africain et mondial. Des foules en liesse ont investi hier soir les artères des différentes villes du royaume après le sac mérité des Lions de l'Atlas
face à la Jordanie. C'était en finale de la compétition. Les Lions de l'Atlas ont gravé leur nom en lettres d'or dans les annales de ce rendez-vous en venant à bout de la Jordanie, 3-2 avec un but signé dès la 4e minute par Oussama Tanan. Un but audacieux et sans aucun doute, il faut le dire, le plus beau but du tournoi. Une rencontre âprement disputée entre les deux équipes, dirigée par deux cadres marocains, Tariq Sktiwi côté marocain et Jamel Sellami côté jordanien. Zakaria Morinbil. Inscrit le but de la victoire pour le Maroc à la 60e minute de la première prolongation. Le score restant inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Nous nous sommes minutieusement préparés à cette finale. C'est le rêve de tout joueur d'être un jour sacré avec l'équipe nationale. Défendre les couleurs nationales est une grande fierté. Le fait de remporter ce titre est une immense joie. Nous, on se devait de remporter cette coupe pour la nation. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et nous, voilà. Aujourd'hui, on va fêter ça. Et on va fêter ça, Inch'Allah, en rentrant avec le Maroc. Et on est très fiers de nous. La Coupe arabe Qatar 2025 est le deuxième titre des Lions de l'Atlas, après leur sacre en 2012. Lors de ce championnat, le Maroc s'est opposé à des sélections ayant assuré leur qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Un nouveau sacre qui confirme la bonne dynamique que connaît actuellement le football national. Alors pour un éclairage sportif, nous avons sur le plateau notre invité Amine Birouk, journaliste sportif et rédacteur en chef à Radio Mars. Amine, bonsoir. Bonsoir. Alors l'équipe nationale a offert au Maroc une belle victoire, un deuxième sacre en Coupe arabe, une victoire historique écrite avec courage, persévérance, je le souligne, et passion. Le Maroc confirme donc ainsi son âge d'or à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations, au terme d'une finale, il faut le dire, folle. Une finale avec un ascenseur émotionnel, parce que mené au score dès les premières minutes du match, avec un but de Tanan, et quel but! Un but d'anthologie. Un but exceptionnel qui mériterait de figurer l'année prochaine parmi les buts candidatants pour le prix Puskas, pour le but de l'année, pour les prix de Best. Et ensuite, la réaction jordanienne, après une bonne première mi-temps d'équipe du Maroc, on a failli aggraver la marque à plusieurs reprises, et une équipe jordanienne qui a été solidaire, qui a tenu tête au 11 national, qui a marqué à 2 reprises. Et c'est là où on a vu le caractère des joueurs et le momentum du coaching de Tariq Sktiwi, qui a fait les bons choix et qui a permis, grâce à Hamdallah, réhabilité, de marquer 2 buts. La gestion du match a été plus que parfaite. Et elle illustre aujourd'hui l'excellence de l'école d'entraîneurs marocains. Ils étaient deux, l'un face à l'autre. Et l'âge d'or du football marocain, vous en avez parlé. Quelle année 2025 ? Coupe d'Afrique U17, Coupe du Monde U20, CHAN, Coupe arabe, ça fait 4 titres en attendant peut-être la grosse cerise sur le gâteau à partir de dimanche prochain avec la CAN, Inch'Allah. Alors revenons un petit peu sur les temps forts de cette rencontre qui a tenu en haleine, il faut le dire, tous les Marocains. C'est Oussama Tanan, on en parlait à l'instant, qui a ouvert le score pour l'équipe nationale d'un lob des 50 mètres, je précise, c'est pas le milieu de terrain, c'est 50 mètres. C'est au-delà du milieu de terrain, effectivement. Voilà. Et dès la 4e minute, donc, qui a créé d'ailleurs un effet de surprise pour l'équipe jordanienne. Alors, parlons de l'impact de ce premier but inscrit dès les premières minutes. Et la qualité de ce geste, parce que le laps de temps qui est très court entre la prise d'information, la décision, l'exécution, qui est plus que parfaite. Le coup d'œil, bien sûr. Et l'exécution, la qualité du coup de pied, c'est un gaucher, d'Oussama Tanan, a fait la différence.
Il fallait oser le tenter dès la 4e minute de jeu. Et ça a été le moment qui a déclenché ce match fou, parce que finalement, ça s'est joué à des détails, et ces détails ont toujours basculé en faveur de l'équipe du Maroc, que ce soit à travers ce premier but ou à travers d'autres faits de jeu qui ont permis au 11 national de remporter la 2e Coupe arabe de son histoire, 13 ans après celle remportée ou glanée en Arabie Saoudite par la génération de Yassine Salhi, c'était en 2012. Alors, abordons à présent donc la stratégie, la tactique de Tariq Sktiwi. Comment analyser la manière avec laquelle le coach a dirigé le match, parce que ce n'est pas facile de diriger une finale en l'absence de plusieurs figures de joueurs type de la sélection. Entre les blessés et ceux qui se sont blessés en cours de match, on parle de Barkaoui, qui est obligé à remanier la stratégie et le plan de match, et les faits de match qui l'ont obligé à un moment à jouer avec 3 défenseurs avant de rebasculer à 4. Et c'est ce qui indique comment Tariq Sktiwi a le coup d'œil, l'audace de pouvoir en cours de match proposer plusieurs plans de match et plusieurs stratégies. On l'a vu lors des JO à Paris lorsqu'il avait proposé un jeu alléchant, séduisant avec l'équipe nationale U23, médaille de bronze aux Jeux Olympiques. On l'a vu au CHAN où il a proposé un type de jeu foncièrement différent, et là où on a procédé par transition, sauf lors de cette finale où forcément on a eu la maîtrise du ballon, notamment en première mi-temps. Mais à chaque fois, il y a ce petit quelque chose qui indique que le coach est réactif sur le banc de touche, qu'il prend des décisions, qu'il prenne des changements, par exemple. Le coaching a été déterminant avec l'entrée de Hamdallah. Et c'est là, justement, où on parle d'un entraîneur qui est issu de la direction technique nationale et de ce travail qui est effectué par la Fédération royale marocaine de football, avec tous ces diplômes, tous ces licences qui font qu'un Selami ou un Sktiwi, qui ont tous les deux la licence CAF Pro, sont capables d'être en finale, l'un avec le Maroc, l'autre avec la Jordanie. Il faut dire aussi que c'est un entraîneur qui est très, très proche de ses joueurs. Aujourd'hui, la communication, la bienveillance font partie des règles ou des piliers d'un entraîneur ou d'un sélectionneur national. Il ne suffit pas d'être bon techniquement et tactiquement, il faut être proche des joueurs et savoir les manager. Alors, on parle de Hamdallah et du but de Hamdallah qui a été salvateur donc pour les protégés de Tariq Sktiwi, surtout qui est venu à un moment très critique du match parce qu'il y avait une pression jordanienne. Il y avait une pression jordanienne, ils avaient l'avantage au score de 1 et on était à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Et justement, comment il a réussi à se placer, à ne pas être en position de hors-jeu et avoir le sang-froid pour pouvoir reprendre en 3 temps cette action qui était sur coup de pied arrêté et remettre les pendules à l'heure, ça a boosté le moral des joueurs, ça leur a permis de croire en eux, de continuer à attaquer. Et puis il a de nouveau été à l'affût sur le 3e but parce qu'il fallait sentir le coup au 2e poteau pour pouvoir faire la différence. C'est la réhabilitation d'un joueur qui a été longtemps délaissé par les sélections nationales. C'était une relation de je t'aime moi non plus entre l'équipe nationale et Hamdallah, mais quelle fin de carrière internationale puisqu'il a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale. Effectivement. Alors, cerise sur le gâteau, 2 joueurs marocains donc ont été sacrés lors de cette compétition. Il s'agit de Mehdi Ben Abid, sacré meilleur gardien, et Mohamed Harimet, élu donc meilleur joueur du tournoi. Quels sont les donc à 2 jours bien sûr de la CAN, quelle est la valeur de ces distinctions? Tout d'abord, ces distinctions, Mehdi Ben Abid a été déterminant lors de la finale à 2 partout dans les jeux du temps réglementaire. Il réussit un arrêt d'anthologie qui permet au Maroc de rester dans le match. Quant à Harimet, son influence est allée crescendo tout au long du tournoi. Il a été le catalyseur de jeu, la première rampe de lancement, son calme, la qualité de ses relances, la qualité de ses passes, sa vision de jeu ont permis je dirais, de configurer le jeu d'attaque de l'équipe du Maroc. Maintenant, vous me dites quel impact ça aura pour la prochaine CAN dans quelques jours. Les victoires appellent les victoires. Le témoin va être passé par Tariq Sktiwi et Walid Regragui, qui aura une énorme responsabilité. Mais gageons qu'avec le groupe dont il dispose, avec l'état d'esprit qu'il a instauré depuis quelques années, nous sommes en pole position pour aspirer à cette CAN qui nous fuit depuis 1976. Alors, il faut dire que les architectes de cette belle et passionnante finale sont 2 sélectionneurs donc marocains. D'un côté Tariq Sktiwi, bien sûr, et de l'autre côté Jamel Selami qui entraîne la Jordanie. Alors cela confirme la montée en puissance, il faut le dire, du football marocain.
Qu'en dites-vous? Je vais parler de la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, du leadership du président de la Fédération marocaine de football, de tout ce qui a été entamé par la Fédération marocaine de football et de la qualité de la formation des formateurs aujourd'hui. C'est le fruit d'un travail. Et aujourd'hui, la direction technique nationale veille à ce que les cadres marocains aient la meilleure formation possible. Jamel Slaoui est un entraîneur très académique, très studieux. Tarek Sektioui est un ancien grand joueur, vous vous rappelez de sa carrière, tout comme Slami qui a fait également les beaux jours du Raja et qui a été en Turquie, qui a été international aussi. Ce sont deux entraîneurs du Sérail et aujourd'hui ça en dit long sur l'excellence de l'école d'entraîneurs marocains. Il y a Mouta, il y a Regragui, il y a d'autres qui ont permis au football marocain d'émerger et qui commencent à très très bien s'exporter. Amine Birouk, merci d'avoir été notre invité. Nous nous retrouverons d'ailleurs sûrement dans quelques jours pour la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous rappelle que vous êtes journaliste et rédacteur en chef à Radio Mars. Et justement, le compte à rebours est lancé pour la CAN 2025. 2 jours seulement nous séparent du coup d'envoi officiel de la compétition africaine. Sous la houlette du sélectionneur national Walid Regragui, les Lions de l'Atlas peaufinent encore donc leur préparation au complexe Mohamed VI à Marmora. La sélection nationale aborde cette CAN d'ailleurs avec un effectif riche, équilibré et plus expérimenté que jamais. Les joueurs d'ailleurs sont décidés à soulever le trophée lors de cette 35e édition de la compétition africaine. Écoutons ces déclarations. Nous ouvrirons le bal dimanche pour le match d'ouverture face aux Comores. Nous allons essayer d'obtenir les 3 points de la victoire afin de bien démarrer la compétition. La rencontre ne sera pas facile. Toutes les sélections attendent le Maroc de pied ferme. J'espère que nous serons au niveau. En tout cas, nous nous sommes bien préparés. Ce genre de compétition nécessite de jouer match par match, comme on l'a fait pour les précédentes compétitions. L'objectif sera aussi d'améliorer au fur et à mesure notre manière de jouer et d'entrevoir la suite avec sérénité. Nous sommes enthousiastes de commencer cette Coupe d'Afrique. Nous évoluerons dans un très beau stade. Le match se jouera à guichet fermé. Les supporters sont également impatients de nous voir évoluer sur le terrain. Nous devons montrer que nous sommes prêts. Nous sommes fiers de défendre les couleurs de notre pays. Tout se passera bien, Inch'Allah. Et justement, en parlant CAN, la sécurité est un élément fondamental et non négociable pour la réussite de ce grand rendez-vous footballistique. Les services de sécurité marocains ne lésinent pas sur les moyens pour sécuriser ce rendez-vous sportif. D'ailleurs, un centre de coopération policière africaine, le premier du genre à l'échelle du continent, a été inauguré hier à Salé. La structure est dédiée à la coordination, au pilotage et à l'échange d'informations sécuritaires liées à l'organisation des grandes manifestations sportives internationales. Abdelhamid Jebran, Nissil Hamdaoui. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, les services de sécurité marocains sont d'ores et déjà prêts à sécuriser le plus important événement footballistique à l'échelle du continent. Et voici le couronnement des efforts de l'ensemble des acteurs concernés. L'ouverture à Salé du Centre de coopération policière africaine, le premier en son genre au niveau de l'Afrique. Le centre sera chargé du pilotage, de la coordination et de l'échange d'informations relatives à la sécurisation des grands événements sportifs. L'édification de ce centre intervient en application des hautes instructions de Sa Majesté le Roi, visant à renforcer la coopération sud-sud, en particulier avec les pays africains frères. Ce centre a pour objectif l'échange d'informations entre ces différents acteurs, afin de pouvoir partager les informations qui concernent les matchs et les événements organisés dans le cadre de la CAN, que ce soit au cœur ou à l'extérieur des stades. Cette structure est le fruit d'une étroite coopération entre le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, la Direction générale de la Sûreté nationale, le commandement de la Gendarmerie royale et la Fédération royale marocaine de football, ainsi que d'une coopération avec l'Organisation internationale de police criminelle Interpol.
Le centre rassemble des représentants des services de sécurité nationale et des agents de liaison représentant les services de sécurité des 23 pays qualifiés pour la CAN, en plus des équipes mobiles d'observateurs pour accompagner les supporters de leur sélection nationale dans les stades et les villes hôtes. Le centre comporte des représentants de 14 pays africains qui œuvreront en étroite coordination avec les cadres de la DGSN et les autres services de sécurité nationaux au partage d'informations et à l'évaluation des risques potentiels dans le but de les exploiter dans l'élaboration de plans de sécurité adéquats. Ce centre constitue également un espace de coopération avec l'Organisation internationale de police criminelle, Interpol, dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité. Le centre de coopération policière africaine a également pour mission de coordonner les mesures préventives et les interventions sur le terrain, fournir conseil et assistance aux forces de sécurité marocaines, tout en promouvant une culture sécuritaire commune fondée sur les valeurs sportives et le fair play. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur Loula à 20h30. Excellente soirée et à bientôt.